Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir ce soir, en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Nous nous demanderons si notre gouvernement est hostile aux femmes ou non. Et oui, la photo a fait le tour de la Belgique et de l'Europe. Elle montre les 15 ministres du gouvernement alignés sur 2 rangs sur les marches du Palais Royal. 4 femmes seulement, dont 2 dans l'ombre des hommes. Le gouvernement de Wever ne compte donc que 4 femmes sur un total de 15 ministres. Au Conseil des ministres restreint, le Cairn, il n'y en a aucune. Est-ce une volonté, une simple conséquence de notre paysage politique belge? On va essayer de débroussailler toutes ces questions ce soir avec mes 3 invités que je suis ravie d'accueillir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir Sylvie Losberg. Bonsoir. Sylvie, vous êtes membre et ancienne présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique et actuelle directrice du département études et stratégies du Centre d'action laïque. Avec nous également Lila Rigaud. Bonsoir Lila. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études droits humains, droits sociaux à cette même cellule études et stratégies. Et Lucie Barides. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études, climat, éthique, philo, santé, droits sexuels et reproductifs, ce dont vous allez nous parler ce soir, donc aussi dans cette cellule études et stratégies. J'avais envie de commencer avec vous, Sylvie Losberg. Faut-il craindre pour le droit des femmes aujourd'hui? Qu'en pense le Conseil des femmes francophones de Belgique? Et peut-être nous redresser un historique de la Belgique. Est-ce que la Belgique a été féministe, est féministe, ne l'est plus, ne le sera plus? Ou est-ce que tout ça est finalement dans une continuité? Malheureusement, on peut parler d'une continuité non féministe. Il faut se rappeler que la première femme qui a essayé de travailler sur l'égalité, c'est Mie Smet, il y a 40 ans. C'était l'épouse de Wilfried Martens, donc c'est le parti social-chrétien flamand, avec la volonté de l'émancipation des femmes, bien sûr, mais toutes les questions liées, je dirais, aux libertés des femmes n'étaient pas prises en compte, notamment les libertés contraceptives, etc. C'était pas le cœur business. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un investissement sur ces 40 dernières années, notamment avec la volonté d'une parité dans les gouvernements. Bon, pas le fédéral, la preuve. Même si, dans le gouvernement précédent, on avait plus de femmes, ainsi que dans les entités fédérées. Donc, en fait, on a eu une progression très lente, jusque, je dirais, à la Vivaldi. Et maintenant, on voit vraiment le retour de bâton avec une manière d'envisager la politique qui fait fi de l'enjeu des droits des femmes, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de ministère des droits des femmes, ce qui est une revendication historique du Conseil des femmes francophones de Belgique. Les droits des femmes sont dilués depuis toujours dans l'égalité des chances, comme si nous étions une minorité, au même titre que les personnes porteuses de handicap ou autres. Et au fond, on voit bien qu'il n'y a pas de vision antisexiste, alors que la société est structurellement sexiste. Donc malheureusement, le constat est assez déplorable. Alors, des politiques pour les femmes étudiées et votées par des hommes, il y a un risque ou non? je sous-tends la réponse. Ça dépend. En fait, c'est clair que moi, je préfère insister sur la vision antisexiste parce qu'il y a des femmes qui sont antiféministes et des hommes qui sont féministes. Bon, mais malheureusement, quand on voit que la majorité des hommes au gouvernement sont des hommes qui effectivement, ne sont pas du tout féministes, mais c'est surtout dans l'analyse des accords de gouvernement, de l'accord de gouvernement, et dans l'esprit de l'accord de gouvernement. Et là, on voit très bien que les femmes, et on va en parler avec les 2 collègues plus précisément, mais les femmes ne sont jamais envisagées sous l'angle de ce qu'elles subissent comme discrimination cumulée sexiste. Elles sont envisagées spécifiquement dans un volet de l'accord de gouvernement qui est la répression des violences sexistes et sexuelles et comment on va un peu essayer de réparer finalement ces femmes qui ont subi ces agressions. Donc cette position qui est victimisante est l'antithèse finalement de ce que nous défendons, c'est-à-dire l'égalité formelle, pure et simple, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Vous voulez dire que les femmes sont reconnues comme victimes de violences, qu'elles soient sexuelles et autres, mais que les politiques envisagées, elles, ne permettent pas une émancipation économique, sociale, une vraie liberté, au fond. Oui, la liberté de décider pour soi-même, exactement. Est-ce que, Lucie, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, merci beaucoup Catherine. Donc oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la représentation des femmes au sein de ce gouvernement, pour rappeler qu'il n'y a actuellement que 4 femmes sur 11 au sein du gouvernement fédéral. Aucune femme au Cairn. Or, justement, Sylvie le soulignait par rapport à l'impact que ça va avoir sur les politiques qui vont être menées. Il faut savoir que c'est quand même au Cairn que sont prises, arbitrées les plus grandes décisions du gouvernement. Donc, ça aura des effets sur les politiques. Aussi, en termes de représentation de l'image en fait, que ça donne aux femmes belges, c'est assez désastreux. Je voulais quand même souligner en fait la question de la légitimité qui est accordée aux femmes en politique. Il y a toujours énormément de violences sexistes au sein même des arènes politiques. Et donc ici, on voit que le fait que les femmes ne soient pas suffisamment représentées dans ce gouvernement, c'est un manque en fait de volonté de la part du gouvernement qui n'a pas su assumer la parité. Et je pense que ça dit aussi quelque chose de la légitimité que ce gouvernement donne à la parole des femmes. Et on sait que là aussi, ça aura des effets sur les représentations, que ce soit au sein de l'arène politique, mais aussi au niveau de la société. Les femmes ont besoin de représentation féminine au sein des gouvernements et à des postes à responsabilité pour pouvoir elles-mêmes se sentir en capacité en fait de s'engager. Exactement. Est-ce que c'est un problème, vous pensez, au sein des partis politiques, ou est-ce que les femmes s'engagent moins en politique? Évidemment, alors on va le repréciser, mais j'imagine qu'elles ont des carrières de maman à assumer ou d'autres carrières professionnelles où elles ont moins envie de se frotter à ce monde-là. Et puis après, est-ce qu'il y a des plafonds de verre au sein des partis qui mettent moins, qui poussent moins les femmes? Vous pensez, Lucie? Oui, il y a clairement des plafonds de verre. Enfin, il suffit de voir les présidents de partis. Ce sont tous des hommes, donc je pense. À part chez Écolo, il y a une coprésidence. Et chez Défi, c'était aussi Sophie Rohini. Oui, exactement, oui. Et Sophie Rohini qui vient de reprendre la présidence de Défi. Mais ici, il faut quand même souligner que les présidents de partis qui ont négocié cet accord de gouvernement, ce sont tous des hommes. Donc ça dit encore quelque chose de la place qu'on accorde aux femmes. Et après, il y a évidemment toutes les aménagements en termes d'horaires, etc., qui restent compliqués quand on s'engage en politique. Des réunions parfois le soir, une charge de travail difficile à endosser. Alors, c'est pas du tout que les femmes ne sont pas capables aussi de faire preuve de flexibilité, mais malheureusement, on est toujours dans un monde où la charge du travail domestique n'est pas répartie de façon équitable. Donc, malheureusement, ce sont encore les femmes qui ont des charges mentales et des charges de travail domestique plus élevées par rapport aux hommes. Et donc, oui, factuellement, elles ont moins la possibilité qu'eux encore de pouvoir s'engager, et rien n'est fait pour améliorer leur engagement. On va revenir avec vous sur des dossiers dont vous traitez plus précisément, Sylvie Losberg, et puis là, une réaction, Sylvie Losberg. J'ai presque envie de dire aussi, mais peut-être que vous allez dans ce sens-là, il y a même une image qui colle négativement à la femme qui s'engage en politique. Elle a les dents longues, c'est une femme de pouvoir par rapport aux hommes. Et oui, alors, les stéréotypes en Belgique, ils sont généralisés, et la lutte contre les stéréotypes devrait être vraiment une priorité, et malheureusement, ça ne le sera pas. Sur le terrain, on voit aussi que Lucie soulignait que très peu de présidentes de partis, mais quand on a, par exemple, des élections communales, les grosses villes où le bourgmestre est bien payé, c'est des hommes. Les petites entités où il y a aussi une charge de travail, c'est souvent des femmes. Sur les têtes de liste, par exemple, quand on voit les têtes de liste aux élections, c'est des hommes. Voilà. Donc on voit vraiment, malgré des instruments, puisqu'on a l'obligation d'avoir une femme, un homme en alternance. Qu'est-ce que ce serait sans ça? Mais on contourne les instruments. On a d'autres instruments, les quotas. Avant même les élections, on a entendu qu'on allait mettre fin aux quotas. Et on a un autre instrument qui a un nom un peu barbare qui s'appelle gender mainstreaming. Ça veut dire qu'en fait, on monitore l'impact sur le genre, sur les femmes, des différentes politiques publiques. Apparemment,
on ne le fait plus. Ça a été complètement ignoré. En tout cas, l'accord de l'Arizona ne passerait pas le test du gender mainstreaming. Donc, je pense que là, on voit qu'en sous-main, ce n'est pas une nouveauté ce qui se passe. Je pense que c'est une conséquence. Lila. Oui, et pour rebondir sur ce que disait Sylvie, c'est vrai qu'en fait, c'est pas très étonnant, d'une part parce qu'on a un accord qui a été négocié entre hommes, et donc on a toute une série de mesures qui ont un impact énorme en fait sur les femmes. On les détaillera probablement plus tard, mais en termes de flexibilité du marché de travail, l'accord prévoit toute une série de mesures qui vont impacter les femmes. En matière de pension, évidemment, comme on l'a souligné, comme l'a dit Lucie, comme ce sont les femmes qui sont encore le plus chargées du ménage, des enfants, c'est elles qui vont être impactées aussi. Oui, elles ont moins d'années de travail. Exactement, elles ont moins d'années de travail à faire valoir. Et elles sont ultra représentées dans le travail à temps partiel. Donc on a plus de la moitié des femmes qui travaillent qui sont à temps partiel. C'est énorme. Et 76% du travail à temps partiel est constitué de femmes. Et donc, face à cette réalité, effectivement, on comprend pas trop. On a l'impression, en fait, qu'il n'y a eu aucun impact, aucune mesure pour voir comment ces mesures, concrètement, allaient justement être répertoriées, enfin, pas répertoriées, voilà, exactement. Quel allait être l'impact sur les femmes. Et alors, on a aussi toute une série en matière fiscale, en matière de droit de la famille et la monoparentalité qui reste un peu un parent pauvre de l'accord. Donc vous pensez que tous ces statuts de cohabitant en famille monoparentale, il y a déjà sur la table des restrictions qui vont être appliquées, et donc ça sera encore plus difficile, parce qu'on le sait, c'est difficile depuis de nombreuses années, notamment pour les familles monoparentales qui sont prises en charge, comme vous le disiez, à je ne sais plus combien de pourcents par les femmes. Donc ouais, 80%. Tout ce qui est envisagé dans l'avenir sera pire, alors qu'on se bat depuis ces dernières années pour que ça soit mieux. En fait, ça va être pire. Il faut le craindre. Oui, en fait, l'accord de gouvernement n'est pas vraiment ambitieux à cet égard. Il y a une phrase qui dit « Le gouvernement mènera une réflexion sur les défis spécifiques que doivent relever les familles monoparentales ». C'est très frileux, quoi. Voilà, on n'a aucune mesure concrète. On a un renforcement du CECAL. Il va falloir regarder un petit peu plus en détail et envisager, voir quels seront les impacts concrets de cela. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a rien pour ces familles monoparentales, alors que, donc, comme on le disait, 80% des familles monoparentales ont à leur tête des mamans, et ces familles-là ont un risque de tomber dans la pauvreté qui est 4 fois plus élevé. Et donc là, c'est vrai qu'on a de nouveau toute une série de mesures qui est prise dans l'accord, notamment le chômage, le statut du cohabitant, dont les femmes sont également victimes, qui reste, qui est pourtant une revendication du secteur féministe, des syndicats depuis très très longtemps, et évidemment la réduction dans le temps des allocations de chômage. Sylvie Losberg. Oui, donc ce qu'on voit, c'est que quand on parle du CECAL, qui est donc l'organe qui permet d'avancer les contributions alimentaires des pères défaillants, alors on va renforcer le CECAL. Mais en fait, on est toujours dans ce que moi j'appelle la politique de la serpillière. On ne fait pas de prévention, on ne met pas en place des instruments pour empêcher que les femmes se retrouvent à devoir subir seules tous les frais, etc. Et alors on dit, alors on va vous donner l'argent que le père défaillant ne donne pas. Oui, c'est un peu facile. C'est comme pour les violences, en fait. On vient, on dit après, pauvre femme qui n'avait pas reçu ça, alors on va vous aider. Au lieu que les droits soient acquis. Et en fait, toutes ces mesures que Lila vient d'énumérer, ce sont des mesures qui affaiblissent l'autonomie économique des femmes, et quand on affaiblit l'autonomie économique des femmes, on s'attaque en fait aux droits des femmes. Et c'est là, je pense qu'il faut avoir vraiment une lecture plus de philosophie politique, même si bien sûr il faut dénoncer mesure après mesure l'impact que ça va avoir. Mais je pense qu'on est aussi dans une lecture en Belgique qui doit vraiment maintenant être bannie. Nous ne sommes pas dans un pays féministe. Nous ne l'avons pas été, et c'est encore pire aujourd'hui qu'hier. Il y a aussi une grande différence au niveau salarial. On est encore à 8% d'écart salarial en moyenne, mais ça c'est le plus petit commun dénominateur.
ça monte parfois jusqu'à 20-21%. Voilà, l'Institut a récemment estimé ça, l'écart de 20%. Est-ce que dans la cellule études et stratégies, lorsque le gouvernement s'est constitué, vous vous êtes dit, là maintenant il faut qu'on travaille, il faut qu'on étudie la question. Est-ce que vous avez été effrayée? Est-ce qu'il y a vraiment matière à s'effrayer, Lucie? Oui, tout à fait. Donc je rejoins ce qui a été dit concernant la marginalisation des femmes qui est faite par l'accord de gouvernement et les politiques qui vont être menées. Et je rejoins aussi tout à fait ce qu'a évoqué Sylvie sur le fait qu'on prend donc les femmes comme des victimes, on ne travaille pas sur leur autonomie. Et en fait, ça, on voit que c'est même élargi à l'ensemble de la population, vu que l'accord de gouvernement répond à une logique méritocratique qui va privilégier un self-made man. On a presque l'impression un self-made man assez viril, quoi. Je vais vous donner un exemple sur les maladies longue durée. Alors, l'accord de l'Arizona prévoit un plan global de prévention et de réinsertion qui vise à responsabiliser tous les acteurs concernés par le retour au travail. Donc, c'est aussi bien l'employeur, le conseiller en prévention, les médecins, mais aussi et surtout le malade, parce que, in fine, celui qui sera sanctionné au bout du parcours de réintégration, s'il n'a pas abouti, en tout cas avec succès à ce parcours, et s'il n'est pas de retour au travail, donc celui qui va être sanctionné, c'est le malade, par une possibilité de licenciement ou une réduction de 10% de son indemnité s'il n'a pas suffisamment coopéré. Et donc, je vous disais tout à l'heure que ces politiques répondent à une logique méritocratique qui responsabilise davantage donc, tous les individus. Mais sur ce coup, ce sont à nouveau les femmes qui vont être le plus impactées par ces mesures qui visent en fait à sanctionner les malades, puisqu'on voit que les femmes représentent entre 59 et 60% des malades de longue durée. Ce sont des chiffres énormes qui ne sont pas liés au fait que les femmes seraient soi-disant plus fragiles. De nouveau, ce ne sont pas des victimes, au contraire de ce que prétend l'accord de gouvernement. Si ces chiffres sont aussi élevés, c'est bien parce que les femmes sont victimes de violences sexistes. Donc forcément, elles sont plus sujettes à des troubles anxieux, à des burn-out, de la dépression. Elles occupent aussi des métiers avec des charges physiques très importantes, tout ce qui est métier du care, soins infirmiers, paramédicaux, où elles doivent parfois soulever seules des malades, etc. Donc elles sont plus sujettes à des problèmes musculo-squelettiques. Et donc l'accord de gouvernement, pour répondre à votre question, oui, il nous inquiète parce qu'il ne prévoit aucune mesure pour lutter effectivement contre le sexisme. Il ne prévoit aucune mesure pour lutter, par exemple, contre la précarité des femmes ou revaloriser les métiers du care, etc. Que du contraire, il marginalise davantage les femmes et donc elles seront plus impactées. Pénalisées. C'est un peu comme si tout ça n'existait pas, en fait. Oui, tout à fait, oui. C'est pas qu'on est contre, mais Oui, mais c'est pire que ça. En fait, ce que Lucie dit, c'est qu'on va appauvrir les femmes qui ont déjà eu des carrières impactées par la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée et vie familiale. Le manque de place en crèche, etc., ou la conciliation avec l'autre parent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, le gouvernement, il estime qu'il va remettre les femmes au travail, mais on a vu avec des mesures de rétorsion, si c'est pas ci, si c'est pas là, mais en même temps, on diminue le quotient conjugal, on supprime la pension automénage, on supprime progressivement la pension de veuve, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas travaillé, qui sont occupées de leur famille, mais qui
qui émargeaient auparavant sur la pension de leur mari une fois que celui-ci est décédé. Donc en fait, c'est ciblé contre les femmes. C'est un programme anti-femmes. Et je rajouterais par rapport aux pensions, Sylvie vient de l'évoquer, on a aussi l'introduction d'un malus pour toutes les personnes qui prennent pas leur pension, qui prennent leur pension avant 67 ans ou qui n'ont pas 35 années de travail, de carrière effective. Et donc là, de nouveau, c'est ciblé sur les femmes qui n'ont pas des carrières professionnelles, et on le voit statistiquement, égales aux hommes. Donc les hommes, en 2019, avaient une carrière active de 35,4 ans, et les femmes, en moyenne, 31 ans. Donc ce sont elles encore qui vont être impactées. Parce qu'elles se sont occupées souvent de la famille. Évidemment, parce qu'elles sont affectées au foyer, et beaucoup plus que les hommes, et aux charges liées aux enfants. C'est toujours la même chose. Et alors aussi, il y a des mesures qui vont prévoir une autre façon de calculer l'accès à la pension et à la pension anticipée. Et donc là, c'est la même chose. Seules les années qui comportent 156 jours de travail contre 104 actuellement seront prises en compte pour l'accès à la pension anticipée et à la pension. Donc de nouveau, pour les travailleuses à temps partiel, ça peut représenter presque 7 années de plus pour travailler et avoir. C'est énorme. Et on voit, par exemple, sur ce dernier exemple, on sait qu'il y a des professions qui se sont féminisées. Avec la féminisation, ce sont des professions qui ont été financièrement dévalorisées. On parle, par exemple, du monde enseignant. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Une femme ou un enseignant qui sort de l'école et qui va commencer à travailler de septembre à Noël, par exemple, il n'aura pas sur cette première année les 156 jours, donc il va travailler sans cotiser pour sa pension. Donc c'est vraiment... on est quand même face à des mesures qui non seulement impactent les femmes, mais aussi les métiers du soin, comme l'a dit Lucie, les métiers de l'enseignement. Et qu'est-ce que c'est ces métiers ? Ce sont des métiers qui permettent au fond, d'avoir une société avec des personnes en capacité de s'émanciper ou d'être soignées. Et au fond, auparavant, on critiquait souvent, nous, en tant que féministes, des politiques qui étaient familialistes, dans le sens où on privilégiait la famille, c'est plutôt le pilier chrétien, etc., parce que nous, on voulait l'autonomie des femmes. Mais maintenant, c'est pire que ça. C'est anti-famille. C'est anti-femme et anti-famille. Donc, on se demande vraiment comment, finalement, on va pouvoir encore répondre à des impératifs légaux, parce qu'en Belgique, quand même, l'égalité des femmes et des hommes, elle est inscrite dans la Constitution, et on a d'autres instruments. Je me demande si on ne doit pas réfléchir avec des juristes à attaquer certaines mesures, parce que ce sont des mesures qui sont discriminatoires. Oui, et qui supputent à chaque fois, hein, comme un État policier pourrait le faire, que le travailleur ne travaille pas assez, et qu'en tout cas, quand il ne travaille pas, c'est de sa faute. Hein, et comme vous le disiez, Lucie, c'est toujours la loi du bon travailleur, et la femme est impactée doublement, évidemment. Surtout qu'on ne tient aucun compte... Il y a une suspicion, je veux dire. Oui, mais on ne tient aucun compte de la spécificité des vies des femmes. Et la spécificité des vies des femmes, c'est qu'elles mettent des enfants au monde. Et encore, la Belgique a besoin d'en voir des enfants, voilà, sinon on ne sait pas comment le pays va avancer. Et là-dessus, bien sûr, il n'y a rien du tout. On n'a pas de programme spécifique pour la conciliation vie professionnelle et familiale, au contraire. Et sur le plan des droits sexuels et reproductifs, je vais laisser Lucie en parler. Lucie, je pense que là, alors ça, c'est vraiment le pompon. Vous pensez donc que ce gouvernement essaye, et comme d'autres d'ailleurs, on le voit beaucoup en Pologne, en Hongrie, de remettre la femme dans sa cuisine ? Oui, pour moi, ce programme est viriliste. C'est-à-dire qu'il glorifie la force de travail, il glorifie l'individu en tant que tel méritocrate, sans tenir compte du contexte, qui est un contexte qui reste patriarcal et qui reste sexiste. Et ça, c'est passé à la trappe complètement. Lucie Baridez, justement, sur ce point, l'interruption volontaire de grossesse, notamment, vous l'avez pointé dans ce gouvernement. Oui, donc l'interruption volontaire de grossesse qui fait vraiment partie des dossiers historiques du Centre d'action laïque. Et donc, vous me demandiez aussi tout à l'heure quelle avait été notre réaction quand l'accord de gouvernement a été publié. Sur IVG, ça a été la débandade, car de nouveau, en fait, on voit une sorte de nouvelle mise au frigo qui est semi-avouée. Donc, pour rappeler ce qui est mis dans l'accord,
l'accord prévoit la poursuite du débat sociétal sur l'IVG sur base du rapport du comité d'experts. Donc ça, c'est dans un premier temps. Alors là, on est tombé des nues parce que ce rapport d'experts, je le rappelle, il a été commandé par le précédent gouvernement Vivaldi pour justement objectiver ce débat sociétal et, on va dire, y mettre un terme. En fait, ça fait des années, plus de 35 ans que ce débat est mené et donc il n'est pas normal de devoir encore le poursuivre, même si on peut peut-être seulement se réjouir qu'au moins ce soit fait sur base de ce rapport d'experts qui, je le rappelle de nouveau, fait état d'un consensus, d'une validation en fait scientifique qui recommande plusieurs choses sur l'interruption volontaire de grossesse, la suppression des sanctions pénales à l'égard des femmes, la reconnaissance de l'IVG comme un soin de santé, l'allongement du délai légal à 18 semaines et la suppression de l'obligation du délai de réflexion. Mais donc, ce qui se passe, c'est que ça fait toujours débat au sein des partis qui composent la majorité, notamment vis-à-vis du CDNV qui bloque le dossier depuis toujours. Et donc, l'accord de gouvernement prévoit cette poursuite du débat dans un premier temps et dans un deuxième temps, on nous annonce une modification de la législation, mais sur base d'un consensus entre les partis de la majorité. Or, je vous le disais, le CDNV est contre en fait la dépénalisation de l'avortement et eux ont déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas une loi qui allonge le délai légal à plus de 14 semaines. Or, allonger le délai légal à 14 semaines seulement, c'est une fausse mesure. On a des chiffres qui ont été demandés par Luna, qui est donc une association partenaire de la plateforme Abortion Right que je coordonne, côté donc flamand, et qui a demandé des chiffres au centre d'avortement des Pays-Bas pour savoir quelles étaient les femmes belges qui se rendaient aux Pays-Bas pour avorter, enfin en tout cas quelle proportion. Et selon ces chiffres, si on passe une mesure à 14 semaines, cette mesure ne va aider en fait qu'une femme. Ça ne changera pas la donne actuelle. Non, ça ne va aider qu'une femme sur 5. Parce que celles qui s'y rendent ont dépassé largement les 14 semaines. En tout cas, c'est entre les 14 et les 18 que nous réclamons. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a 75% des femmes qui ont dépassé le délai légal qui demandent un avortement entre la 12e et la 17e semaine. Donc 14 semaines, ça n'aidera seulement qu'une femme sur 5. Et donc qu'est-ce qui va se passer si on vote une loi à 14 semaines? C'est que les femmes belges continueront d'aller aux Pays-Bas, enfin celles qui ont les moyens financiers et humains, matériels, etc., de faire le trajet. Donc les femmes belges continueront d'aller aux Pays-Bas pour avorter et une fois qu'elles seront revenues, elles continueront d'être considérées aux yeux de la loi belge comme des criminels. Sylvie Losberg, une réaction? Oui, alors en fait, même si on va à 14 semaines, ce qui se profile, mais c'est tout ce qu'on aura, c'est des miettes comme d'habitude, la Belgique avance à reculons. En 1971, une proposition de loi a été déposée au Parlement belge pour avoir la possibilité d'avorter jusqu'à 15 semaines. En 1971. 50 ans. Okay. Donc aujourd'hui, on en est encore à discutailler pour des raisons idéologiques, puisque des raisons médicales et scientifiques, le rapport fait vraiment le point là-dessus, KUL compris. Voilà. Alors, je dirais que ça doit nous éclairer au fond sur ce à quoi nous allons devoir faire face. Et ce n'est pas que dans le domaine des droits sexuels ou le socio-économique. Les femmes, en fait, en Belgique, elles n'ont pas les mêmes droits de décider. Voilà. Elles n'ont pas le même droit d'influencer la politique. Et je vais prendre un petit exemple qui n'est pas un exemple interne à la Belgique, c'est la Belgique sur la scène internationale. Savez-vous que la Belgique est le pays le plus mal classé en termes de femmes ambassadrices? Non, nous ne le savons pas. Il faut c'est le dernier pays avec 11% de femmes ambassadrices. Donc une femme sur 10 ambassadeurs. Et nous sommes après le Kyrgyzstan. Ça en dit long sur qui on désigne pour nous représenter et pour régler des questions de conflit
et de guerre où on sait que c'est les femmes et les enfants les premières victimes et que les femmes peuvent très bien aider à la résolution des conflits. Donc je pense qu'il faut vraiment élargir le scope et retrouver finalement un féminisme basé sur les droits humains fondamentaux, universaliste, qui sorte de la particratie qui est en train vraiment de faire sombrer, je pense, notre pays, parce que clairement, c'est une honte d'en être à ce type de constat, parce que qu'est-ce qu'on peut trouver d'un petit peu rassurant dans cet accord ? Il y a peut-être quelque chose, mais enfin, il va falloir faire de l'archéologie, parce que clairement, là, pour l'instant, c'est pas évident. Et donc, je pense qu'il faut vraiment essayer. On peut pleurer sur le lait renversé. Voilà, c'est fait, ok. Il va falloir se battre sur chaque projet, sur chaque proposition de loi, mais je pense aussi refaire un front féministe en Belgique. Toute femme de tout parti, de toute tendance confondue, sans quoi ça va faire qu'empirer, parce que je ne vois pas comment inverser la tendance. Voilà. Si nous pensions que la Belgique était un État, un pays féministe, on sait ce soir que non, et qu'il va falloir batailler. Merci toutes les trois d'avoir éclairé ce propos pour nous ce soir, Lucie Lila et Sylvie Losberg. Merci à vous d'avoir fait le choix de nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci, bonsoir mesdames. Merci.